Alors je propose qu'on commence là. Donc on a de la chance, David Sinas est déjà là. Il est rapporteur du premier atelier Objectif BBC 2050, concilier performance énergétique, bas carbone et confort d'usage. Bah écoutez, je vais vous faire la restitution de l'atelier 1, qui était un atelier sur les réhabilitations BBC 2050. Bah, la manière dont on l'a compris, en fait, en tout cas cet atelier, c'est plutôt quel est le futur finalement de nos réhabilitations et vers quoi on doit aller. Donc d'abord, je vais vous faire une petite restitution très rapide de ce qui s'est dit en atelier, enfin avec les 3 interventions. Donc on a commencé par une intervention sur les filières locales. Donc qu'est-ce que sont les filières locales? Elles sont liées à la fois à un territoire et un réseau d'acteurs. Moi j'aimais bien le terme de réseau de confiance au niveau des acteurs, où les gens peuvent travailler sur des bases communes et faire des beaux projets ensemble. Et on a posé la question aussi de la performance des matériaux. Donc quand on est sur des filières locales, notamment en biosourcé ou en réemploi, se pose la question finalement de la performance des matériaux, de leur caractérisation, donc notamment technique, économique. Mais comme on le verra plus tard, il y a peut-être d'autres sujets à prendre en compte, comme notamment des aspects santé et sociologiques. L'une des choses qu'on a mis en avant également, c'est que l'utilisation de ces matériaux-là avait des impacts forts sur toutes les pans du développement durable, tant environnementaux que sociaux et économiques, pour un territoire. Et du coup, on a pris l'exemple d'une longère que je ne détaillerai pas, vous aurez les présentations, mais où il y a eu l'utilisation notamment de coquilles, de coquillages en hérissonnage, qui a été assez innovant. On y reviendra, mais effectivement, on peut utiliser des matériaux qui ne sont pas forcément très communs pour faire nos bâtiments. Mais du coup, les questions qui se posent, c'est quelle place à l'innovation, comment mesurer les impacts, et est-ce que le réemploi est vraiment un matériau de construction. Donc ça, je le dirai à la fin aussi. La seconde intervention était plutôt consacrée à des aspects santé. Effectivement, c'est un des sujets qu'il faut aborder de manière très importante et très forte. C'est vrai que le sujet de l'environnement et de la santé est un peu moins important, mais on en est tous conscients que celui de l'énergétique. Et donc, comment concilier ces performances énergétiques avec le confort d'usage? Donc, on construit déjà pour l'homme, et du coup, un bâtiment ne doit pas nuire à sa santé. Donc, sur les 3 aspects qui sont la santé physique, psychique et au niveau social. Voilà. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre des indicateurs dessus, autour notamment de la santé perçue. Donc si on réfléchit bien, c'est des choses qu'on a pu aborder sur, effectivement, est-ce que ça sent bien dans un bâtiment, ou est-ce qu'on ça génère notamment des maux de tête ou de l'inconfort. Voilà. Ensuite, on a eu une dernière présentation qui était celle d'une opération de réhabilitation de logement social, qui était en environnement extérieur très dégradé, très altéré, tant au niveau sonore que de qualité de l'air. L'enjeu était de réhabiliter pour les habitants en place, avec une problématique, bien entendu, dans le logement social, une problématique de coût. Donc le coût, ça veut dire que les charges et l'entretien, les consommations devaient ne pas dépasser finalement leur reste à vivre. 2 problématiques qui rejoignent un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas dégrader la santé dans le bâtiment, et également ce qui s'apparente un petit peu à la sociologie. David, je m'excuse, mais oui. 3 minutes, ça ne va jamais le faire là. Je suis à la fin. Ah, super. Je suis à la fin. Impact sur la santé et sociologie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en conclusion des trois présentations, on peut présenter ce qu'est un bâtiment responsable et finalement ce que l'on doit, je dirais, viser, notamment une performance énergétique la plus importante possible, une performance environnementale. Donc encore une fois, on parlait des matériaux biosourcés. Moi, je veux insister un peu sur la question du réemploi, de l'économie circulaire. On parlait de santé également. Et plusieurs questions se posent et on va peut-être y répondre dans les autres présentations. C'est comment inciter mieux à la réhabilitation, c'est-à-dire est-ce que nous, en parlant que d'énergétique ou d'environnemental, on va susciter plus de réhabilitation, et finalement comment on pourrait banaliser, on a utilisé ce terme-là tout à l'heure, nos expérimentations. Une fois qu'on a expérimenté les coquillages, ben finalement, comment est-ce qu'on peut les utiliser sur beaucoup plus d'opérations que ça? Voilà, ça c'est notre conclusion.
Merci beaucoup. Samuel Courget, donc pour l'atelier 2, prévenir les risques liés à la massification de la rénovation. Alors, trois présentations. La première de Julien Burgholzer sur le bâti ancien. Alors, le bâti ancien a des spécificités. Ce n'est pas le seul, mais le bâti ancien a des spécificités qui sont tantôt à sa faveur, tantôt à sa défaveur, tantôt neutres. Dans les spécificités, il y a l'approche patrimoniale, l'approche thermique, la problématique de l'inertie, l'étanchéité à l'air, l'humidité. Donc les 5 ont été repérés. Moi, j'ai eu l'impression, par cette présentation, qu'on arrive quand même à un constat, on connaît relativement bien le bâti ancien, et une méthode nous a été présentée qui est normée depuis cet été, la NFEN 16883, qui sort tout un tas de méthodologies, d'approches du bâti ancien, et qui insiste entre autres sur la nécessité d'un diagnostic global en amont et la nécessité d'avoir une approche multicritère. Il y a le CEREMA, donc Julien a présenté aussi le projet d'un centre de ressources en ligne dédié au bâti ancien, donc un gros travail sur lequel ils sont, pour amener justement ces connaissances, ces compétences qu'on commence à avoir réellement. Après, on ne peut pas faire que du cousu humain, donc la problématique s'est posée d'amener des méthodes adaptées, des outils simplifiés. La deuxième intervention nous a montré l'initiative Comble à partir d'1 €. Donc il a insisté, c'est pas comble à 1 €, mais comble à partir d'1 €. Et en présentant comment est-ce que financièrement, économiquement, la chose arrive à se faire. Donc c'est par une optimisation de l'approche client qui se fait seulement sur Internet, un premier devis en ligne, une première proposition de devis en ligne, et puis c'est le marché des C2E qui permet de payer ce pacte énergie-solidarité. Donc 30% seulement des contacts génèrent un devis, ça veut dire que déjà il y a une sélection, ce n'est pas toutes les combles qui peuvent, en tout cas qui ont cette réponse-là, et un acteur vient avant l'intervention, mais c'est vrai qu'il y a une optimisation. Le temps, par exemple, qui est présenté est de 2 heures pour une isolation de 100 mètres carrés. Avec, dans ce qui nous a été présenté, un souci de qualité quant à la pose. Alors, dans l'échange, des questions lui ont été posées. Un des problèmes maintenant de ce programme isolation à 1 €, c'est qu'il y a tout un tas d'acteurs qui y sont, qui proposent ça, pas tous avec une démarche qualité. En tout cas, là, l'entreprise EFI a présenté les éléments de démarche qualité qu'il y avait. La troisième intervention nous présentait une double étude suisse d'une part, franc-comtoise d'autre part, sur la qualité de l'air intérieur, avec le souci de regarder principalement la problématique du radon, des COV et des moisissures. Alors tout un tas donc 2 études pas identiques, complémentaires, certaines qui ont plus de critères que d'autres qui approchent beaucoup plus de bâtiments, mais finalement un résultat assez intéressant qui montre que l'air n'est pas génial, mais finalement moi j'ai eu l'impression pas si détérioré que ça. Après, bien entendu, on a des éléments qui impactent positivement, d'autres qui impactent négativement. Entre autres, le neuf se situe mieux, l'ossature bois, les bâtiments bois se situent mieux, et si par exemple vous avez un garage en sous-sol, là c'est la cata. Sur la problématique des moisissures, plus difficile à résumer en quelques secondes, puisque ça peut potentiellement être large, et l'approche hiver sera différente de l'approche été. En tout cas, une chose vue de manière importante, la ventilation du bâtiment est un facteur clé, et on entend si la ventilation renouvellement d'air est effectivement réel, la qualité de l'air est forcément de loin meilleure. Alors, dans les échanges qui ont suivi, on s'est posé la problématique, puisque c'était là le souci de la massification, et ouvertement, il y a une préoccupation de massification, oui, mais risque
de contre-performance et de sinistres. Donc avec le souhait d'avoir des prestations très précises, très précisément définies, des mises en œuvre très codifiées, très repérées, et une formation des professionnels à ces gestes adaptés. On a parlé entre autres de la problématique, en citant la problématique de la vapeur d'eau à l'intérieur des parois. On a cité entre autres la problématique de l'hygro, la ventilation hygro, qui sur le papier est géniale, dans la réalité c'est tout autre chose. Donc il y a aussi peut-être une question de l'évolution des textes, entre autres, sur la problématique du débit autorisé, relativement faible, la VMC hygro B. Pour finir, toujours par rapport à cette problématique de la compétence, un acteur qui fait de l'auto-réhabilitation accompagnée a dit OK sur l'auto-réhabilitation, mais effectivement, là encore, accompagné de compétences. Voilà pour l'atelier 2. Le 3. Oui, merci. Alors, pour l'atelier 3, c'est donc Dominique Vigneault de Fabrique 21. Oui, avec son bloc-notes, elle arrive. Mais comme on était un peu en retard, j'ai pas eu le temps de faire une synthèse, donc c'est toujours très délicat d'intervenir après Samuel, après une vedette, mais on va tenter de faire quelque chose. Je rappelle que le thème, c'était optimiser les coûts de la rénovation. Je devrais dire en introduction, en quelque sorte, que le débat est resté ouvert. Mais ce qui m'a paru très intéressant, c'est que cette question a été abordée par le biais de méthodes de travail. Et c'est les 3 présentations auxquelles nous avons insisté. Donc régulièrement, je me baisserai pour regarder mon bloc-notes, puisque la première intervention était celle de Jacques Allier, qui nous a présenté une démarche que que nous avons tous trouvé extrêmement intéressante. Merci de venir m'aider, parce qu'en plus, c'est celle-ci, qui est en fait un passeport créé par un groupement d'architectes, par 500 architectes qui se sont regroupés, un passeport multicritère avec effectivement une arborescence que j'ai trouvée très très bien faite, qui permet d'aborder toutes les problématiques et d'accompagner le client final, la maîtrise d'ouvrage, l'accompagner dans la compréhension du processus de rénovation et surtout, à un moment donné, et ça dès le début, d'aborder cette notion de coût acceptable par le propriétaire. Alors, sachant que cette arborescence et cette démarche de rénovation est construite pour aller au minimum vers du BBC et atteindre le facteur 4. Cette arborescence évoque les problématiques de rénovation globale ou par étapes, toujours en apportant à la fois une démarche pour la maîtrise d'ouvrage, mais surtout une démarche pour l'architecte. Et une démarche qui va lui permettre de prendre en compte des problématiques de nature technique qu'il n'a pas l'habitude de prendre en compte, effectivement. Donc, c'était la première démarche. Ensuite, nous avons eu une seconde démarche, alors qui n'a pas été méthodologisée, mais qui nous a été présenté par Jean-Pierre Bosquet, d'Adria Architecte. Le thème de son intervention, c'était « Agir sur tous les leviers pour réussir ». Et à travers, je dirais, peut-être le décryptage de son intervention, le terme décryptage est peut-être un peu élevé, peut-être un petit peu décalé, devrais-je dire, on sent bien qu'il y a une démarche qui a été mise en place, en fait, pour une rénovation d'un bâtiment tertiaire à Auxerre. La maîtrise d'ouvrage, c'est principalement Groupama, mais en fait, on a 3 maîtres d'ouvrage qui sont groupés, la MSA, Groupama et un 3e dont j'ai oublié le nom. Mais peu importe qui intervient, on est au cœur de la notion de valeur patrimoniale et la démarche de ce cabinet d'architectes a été, dès le début, d'apporter la preuve de la valeur du projet. De démontrer que le projet avait une valeur pour ce groupement de maîtrise d'ouvrage, à travailler sur un marketing de l'offre en mettant en avant des solutions c'est moi qui l'appelle marketing de l'offre, hein. En parlant de solutions confort et santé, en calibrant la lumière pour réorganiser les postes de travail. Donc il y a eu un travail également de marketing de la proposition et au final, vérifier la promesse. Alors vérifier la promesse, ils n'ont pas pu faire de tests thermiques, ils n'ont pas pu mesurer la performance, ça a
été un de leurs regrets. Mais on aboutit, n'oubliez pas que c'est un immeuble tertiaire, on aboutit sur un immeuble qui fait 4000 m² à 751 coûts de rénovation, qui est de 750 € par mètre carré. Donc, on est vraiment au cœur de la valeur verte, de ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire qu'effectivement, à travers un processus de travail très structuré, très multicritère, qui ne prend pas en compte uniquement le thermique, c'est-à-dire qu'on a une très grosse organisation des espaces de travail sur un bâtiment, j'aurais dû le dire initialement, des années 70, complètement déclassé, qui n'était plus du tout dans le marché. On arrive à maîtriser, effectivement, par cette méthode de travail, un coût global d'une façon intéressante. La troisième démarche qui nous a été présentée, c'est une espèce de... Ouais, non, c'est une boîte à outils qui vient d'un projet qui s'appelle I3E, qui nous a été présenté par Marion Ancier, autour de 2 cas très concrets, autour desquels ils ont produit 11 scénarios possibles autour des notions d'ACV. Donc, analysons ce que valent ces 2 cas que nous avons, qui sont des projets réels de rénovation. Faisons tourner une machine multicritère autour, effectivement, de l'ACV. Donc, quand je dis qu'on a eu plusieurs scénarios, c'est les scénarios de rénovation globale versus rénovation partielle. On ne fait rien, donc le statu quo versus une reconstruction. Et à chaque fois, il y a eu des conclusions qui démontrent, effectivement, quels impacts on peut avoir, à la fois des impacts énergétiques, mais des impacts en termes de coût global. Alors, on ne va pas les détailler, les scénarios, j'ai 3 minutes et on va bientôt m'alerter que je suis au bout. Mais aujourd'hui, cette étude, cette boîte à outils, sera prochainement disponible sur un site qui s'appelle Éco-conception avec un K, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un K, .eu, et qui est un véritable outil d'aide à la décision en termes de conception pour l'ensemble de la maître d'œuvre, pour l'ensemble des maîtres d'œuvre. Donc je dirais en termes de conclusion, et si je reviens sur le thème de notre atelier, optimiser les coûts de la rénovation. Dans notre atelier, il a été abordé par la mise en avant d'un certain nombre de méthodes ou d'outils d'aide à la décision. Le constat que j'en fais, ce sera peut-être ma conclusion très personnelle, c'est qu'en fait, on a choisi ces 3-là. Il a été choisi ces 3-là, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, qui a effectivement des groupes, des groupements, des professionnels qui sont en train de travailler dans le cadre de projets européens ou pas, simplement dans le cadre de leur business régulier, sur effectivement comment optimiser au mieux ces coûts de rénovation par des méthodes de projet, de conduite de projet, etc. Mais ça serait bien qu'un jour on puisse avoir une synthèse de tout ça, une réunion de tout ça, ça nous permettrait d'avancer et de comparer tout ça. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Véronique, ah, c'est pas Véronique Dufault. Ah, c'est Laurent Pérez, pardon. Oui, c'est Laurent Pérez, bien sûr, d'Ecopolis. Exactement. Oui, restitution de l'atelier 4, repenser et développer les modes d'organisation. Alors, nous avons eu donc 3 interventions sous des formes de groupements ou entre guillemets groupements d'entreprises assez différentes. Donc, ce que l'on peut retenir sur cette question d'un groupement d'entreprises qui propose une offre globale. La première chose, c'est que il faut dépasser la question de l'énergie et de la performance énergétique. Ce n'est pas un levier pour passer à l'acte. Les leviers qui ont été évoqués, qui ont été confrontés au terrain, c'était plutôt des questions de maintien à domicile, d'évolution de la famille et de mutation, donc l'opportunité de rénover, et la question de l'agrandissement. Et à cette occasion-là, on embarque le sujet de la thermique. Et clairement aussi était identifié dans ces groupements que ce qui fait la qualité d'une rénovation, c'était certes la performance énergétique, mais aussi le confort des occupants et les questions de valeur du bien. Donc on voit bien que la première chose, c'est peut-être que finalement la performance énergétique, c'est quelque chose d'interne, mais c'est pas forcément quelque chose qui constitue un levier de communication. La deuxième chose, c'est qui doit commencer, l'offre ou la demande dans ces questions de groupement. Est-ce que je dois constituer un groupement, mais finalement, je n'ai pas encore de demande?
Et on a vu que le Codem Picardie nous faisait aussi un retour où c'est pas si évident en fait de faire l'offre, hein, c'est une chose, mais c'est les entrepreneurs peuvent être frileux de passer tout un temps de coordination et de monter une offre s'il n'y a pas de demande ou s'ils ne sont pas rassurés sur la demande à venir. Troisième point, c'était qu'en fait, il y a une diversité assez grande des formes d'organisation. Ces groupements sont momentanés ou permanents. Pour rénover ensemble, c'est sous forme associative, par exemple. Ça peut être moins formalisé, comme le présentait le Codem. Ça peut être carrément un groupement, un contractant général. Et du coup, finalement, il n'y a pas vraiment cette notion de groupement. C'est un seul et même contrat avec une seule entité, comme a pu le présenter Thermorénove. Et la question de la place de la maîtrise d'œuvre là-dedans n'est pas toujours la même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours affichée en tant qu'un des membres du groupement. Des fois, c'est masqué complètement dans le cadre des contractants généraux. La prestation de conception est là, mais elle n'est clairement pas clairement pas mise en avant vis-à-vis du particulier. En tout cas, quelles que soient les formes, il y avait des intérêts multiples. Déjà, pour rassurer aussi les quelques architectes dans la salle, il y a clairement identifié l'intérêt de l'intervention d'une maîtrise d'œuvre pour plein de raisons différentes. Il y avait aussi quand même un point qui était mis en avant sur l'intérêt pour le particulier, sur l'interlocuteur unique, la coordination des lots, la maîtrise des délais, la maîtrise des coûts. Et l'intérêt pour les entreprises aussi finalement, qui voient, enfin pour elles c'est une opportunité de développement. Il y a quelque chose aussi, je accélère, l'intérêt aussi des entreprises pour le respect de leur travail. En fait, le fait de travailler ensemble et de faire plusieurs réunions de coordination, ça implique que sur le chantier, elles se respectent les unes les autres. Juste un point sur lequel je voudrais conclure, qui étaient les actions à venir. Il y a une première action au niveau de la maîtrise d'œuvre qui était clairement de comment les architectes peuvent s'organiser pour être partie prenante en fait de cette question de la réhabilitation de l'habitat privé et comment on met en valeur les bénéfices de l'intervention d'un architecte dans ce cadre-là. Le deuxième axe de travail, c'était les formes d'association qui est vraiment affiné en fonction des cibles. On ne va pas faire la même forme d'association pour de la copropriété que pour de la maison individuelle. Et enfin, il y a clairement un gros travail de communication et de visibilité sur du vocabulaire, sur la question de groupement qui pose question, en fait, parce qu'elle ne correspond pas toujours à une réalité, et sur un discours qui soit clair sur le contenu de l'offre et la question de qui porte la responsabilité finalement des travaux. Et voilà. Merci beaucoup.